Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec nos invités. Laurent Wronski nous attend depuis la salle Gaveau. On va être avec lui dans quelques instants. Le directeur général d'Hervor va parler aux différents candidats aux législatives. Sont avec nous au plateau Bernard Cohen-Haddad. Bonjour, président de la CPME Paris-Île-de-France et du think tank Étienne Marcel. On va reparler immobilier avec Henri Buzy-Cazot, le président de l'Institut du management des services immobiliers. On est également en ligne avec Ludovic Subran, l'économiste qui a signé notamment cette tribune des patrons contre les extrêmes. Laurent Wronski, vous êtes devant la salle Gaveau. Dans quelques instants, vous allez poser vos questions aux différents candidats aux législatives. Qu'est-ce que vous allez leur demander en priorité ? On va surtout faire passer un message en priorité. Et le message que l'on veut faire passer, c'est que je rappelle que depuis maintenant 4 ans, les entreprises collectivement ont géré 7 crises systémiques. Donc une crise systémique, ça veut dire une crise mondiale. On a la crise sanitaire, le manque de pénurie, la reprise de l'inflation, les taux d'intérêt, la crise sécuritaire, etc., etc. Donc la dernière chose dont on a besoin, puisque l'économie française est convalescente, c'est d'avoir une 8e crise, qui celle-ci ne sera pas systémique, c'est-à-dire pas partagée par tous, mais une crise hexagonale. Et qui en plus, comme la France est un des piliers de l'Europe, ces crises risquent de se propager à l'Europe. Donc le message est très simple, ne cassez pas la machine économique. Qu'il y ait des changements de direction, oui. Des virages à 180 degrés, c'est vraiment pas le moment. Et ça risque, ça envoie déjà des très mauvais messages, ça risque d'avoir des conséquences économiques dramatiques. Pas dans 5 ans, pas dans 4 ans, dans les mois qui viennent. Voilà le message. Merci beaucoup Laurent Wronski. On vous laisse rejoindre la salle Gaveau et Edwige Chevrillon pour ce grand débat avec cette grande présentation des programmes économiques de la part des candidats aux législatives. On peut bien sûr suivre tout ça sur bfmbusiness.com. On est avec Ludovic Subran par téléphone, chef économiste d'Alliance. Ludovic, vous avez signé cette tribune ce matin d'un peu plus de 70 chefs d'entreprise pour ne pas prendre, qui ne prennent pas position directement, mais qui disent évidemment les extrêmes, ça casse l'économie. C'est exactement la même chose que ce que disait il y a quelques instants Laurent Wronski. Oui, c'est vrai que moi j'ai regardé les programmes en fait, et du côté du programme du Rassemblement national, il y a un gap de financement d'à peu près 70-80 milliards. Et du côté du nouveau Front populaire, il y a un peu moins. En fait, c'est seulement 50 milliards, mais en revanche, il y a un gros risque de fuite de capitaux, puisqu'il y a 100 milliards de plus de prélèvements d'impôts. Et donc moi, je regarde juste ça. Vous avez vu comment les marchés ont réagi. Moi, en tant qu'économiste, ce qui m'inquiète, c'est que je ne dis pas que tout a été parfait sur les 7 dernières années. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans la réponse à la crise Covid, etc., qu'on doit corriger. Mais là, on a des modèles économiques qui, ne sont pas sains, ils sont complètement iniques en partie et en totalité pour certains. Et d'autres, de l'autre, c'est des modèles qui vont être très peu bénéfiques pour les plus vulnérables. Et que ce vote de désespoir attire des gens, soit parce qu'on pense qu'on va faire payer par les étrangers, soit parce qu'on pense qu'on va faire payer par les riches. Moi, c'est vrai que ça me travaille, parce que je me dis qu'est-ce qu'on a loupé pour que les gens puissent à ce point aller vers des modèles qui tiennent pas la route et qui en fait vont vendre encore plus de peine et de souffrance aux Français. Stéphanie Hospital, fondatrice de One Rectam, nous a rejoint. Bernard Cohen-Haddad, je vous fais réagir à ce que disait Ludovic. Casser l'économie rapidement, en fait. Un vote extrême, c'est pas des conséquences dans 10 ans. Hein. Non, mais la priorité, c'est peut-être d'abord d'écouter les Français, parce que c'est le signal qu'il faut reconnaître et qui a été extrêmement fort. Donc, bien entendu, il faut protéger notre économie et veiller à ne pas avoir une économie en déficit budgétaire, fiscal, qui ne sera pas reconnu par les marchés, y compris chez nous et les investisseurs. Mais la priorité des priorités, c'est ça, que nous devons écouter, y compris les entrepreneurs, c'est respecter le vote des Français. Et le message qu'on a reçu il y a quelques jours, qu'on a reçu nous, y compris dans nos entreprises en pleine figure, c'est que les Français ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière de pouvoir d'achat, et vous l'avez évoqué précédemment, de logement. C'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas être, nous, les entreprises de proximité ou les grandes entreprises, en dehors du jeu. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut attirer l'attention sur des programmes, quels qu'ils soient, qui sont dispendieux pour notre économie, qui vont au rebours de l'intérêt national et qui vont aussi au rebours de ce qu'attendent les marchés internationaux, parce que la France, aujourd'hui, était sur un trend extrêmement positif en matière d'investissement et de récupération d'entreprises internationales. Est-ce que vous dites aux patrons qu'il faut prendre
prendre la parole? Parce qu'il y a eu ce débat depuis 10 jours, ceux qui ont attendu, ceux qui ont fait des communiqués, ceux qui ont fait des prises de parole à titre personnel pour surtout pas engager l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi, je ne crois pas que ce soit au patron de dire publiquement, ni aux organisations patronales de dire pour qui elles doivent voter. Je ne crois pas à cela. Je crois que c'est vraiment le casus belli vis-à-vis de nos entrepreneurs, vis-à-vis de notre collaborateur. C'est pas bon dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se taire? Non. En revanche, qu'il y ait plus d'entrepreneurs. Moi, j'appelle à une république des entrepreneurs, comme il y avait une république des instituteurs. C'était dans mon livre « L'avenir appartient aux PME ». C'est ça qui est important. Impliquons-nous dans les municipales, impliquons-nous dans les législatives. Combien y a-t-il aujourd'hui d'entrepreneurs qui sont candidats aux législatives? C'est ça la réalité du terrain. Bah oui, mais parce qu'il n'y a que des coups à prendre, non? Stéphanie Hospital, est-ce qu'il faut s'exprimer? Alors, je ne sais pas s'il faut donner son avis sur la politique française, mais vous avez signé, vous, la tribune, c'était la semaine dernière, c'était la French Tech qu'en a fait une. Alors, France Digital, donc moi je suis au bord de France Digital, et c'est vrai qu'avec France Digital, on représente la voix des entrepreneurs du numérique et des investisseurs du numérique en France, et on est aussi la plus grosse association en Europe. Pour nous, c'était une évidence qu'il fallait prendre la parole pour inciter à aller voter le 30 juin, voter le 7 juillet, et prendre la parole aussi pour voir ce qui a été construit au cours de ces 10 dernières années. Et quand on est entrepreneur, du numérique, on a des responsabilités. Et on voit le résultat de la French Tech en 10 ans, c'est plus de 25 000 entreprises créées, c'est 1 million d'emplois. Ce sont aujourd'hui des capitaux internationaux qui viennent en France, c'est Choose France, c'est des talents internationaux qui ont choisi de venir en France. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, j'ai une de mes entreprises qui me dit on est en train de recruter une jeune collaboratrice qui vient d'Australie pour être product manager. C'est une entreprise Navi qui a été créée par un entrepreneur italien qui a choisi de créer son entreprise Navi qui fait de l'IA pour les contrefaçons en France. Il emploie des collaborateurs internationaux. Il fait rayonner la France à travers son choix de créer en France. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'il faut préserver dans les mois et années qui viennent pour faire en sorte d'être encore plus fort collectivement. Et c'est pour ça que France Digital a décidé de s'engager pour dire soyons présents. Et peut-être aussi, je vous rejoins qu'il faut plus d'entrepreneurs qui sont impliqués aujourd'hui dans la politique. Mais pour ça, il faut avoir des allers-retours faciles entre la politique et la vie économique. Mais j'entends ce que vous dites sur s'engager dans la vie politique française, mais j'ai l'impression qu'on se cache quand même derrière son petit doigt. C'est-à-dire que toutes ces tribunes, c'est pour dire nous ne voulons surtout pas vous dire pour qui voter, mais attention à ne pas voter pour ceux qui ne sont pas business friendly. Enfin, je veux dire, c'est bon, tout le monde a compris, quoi. Je crois qu'on est assez clair. On dit ne votez pas pour les extrêmes, votez pour la voie de raison, votez pour le front républicain. Alors Bernard, j'ai toujours envie de vous appeler Bertrand. Bernard, allez-y. Vous pouvez me débaptiser, ma mère ne sera pas d'accord, c'est tout. Mais bon, en tous les cas, non, mais il y a quand même 2 blocs populistes. Les programmes sont là et surtout, il n'y a pas de nouveauté économique dans ces blocs populistes. C'est-à-dire que les recettes qui sont sorties aujourd'hui, ce sont des anciennes recettes, que ce soit l'augmentation de la taxation sur les revenus ou les dividendes, que ce soit aussi le SMIC à 1 600 €, sont des recettes qu'on a connues en 2022 et bien au-delà. Donc c'est ça la réalité, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. La seule nouveauté, c'est faire en sorte, nous, de faire passer le message qu'il faut protéger notre économie, quel que soit le nouveau gouvernement. Henri Buzicazo, est-ce que vous avez signé une tribune? Non. Nous vivons une époque où toutes choses sont confondues. C'est du Bossuet. C'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui. Il y a quand même des ordres. L'ordre, au sens pascalien. C'est vrai que pour moi, je suis un vieux philosophe, un vieux prof de philo, il y a longtemps. L'ordre économique, l'ordre politique sont différents. Je ne suis pas certain, je dis avec beaucoup de respect et de prudence, mais qu'il appartienne aux organisations professionnelles de dire pour qui voter. L'incitation au civisme, oui. L'incitation à l'engagement pour aller chercher un mandat électoral au nom des Français, oui. 1000 fois d'accord avec ce qui vient d'être dit et que Bernard avait lancé. Mais après, non. Vous voyez, par exemple, pour l'univers de l'immobilier, moi, très clairement, on me dit qu'il ne faut pas agiter les extrêmes, etc. Moi, ce que je vois, c'est que la politique, depuis 7 ans, Pascal Boulanger, le patron des promoteurs, le disait avant nous, n'a pas fonctionné. Bon, du tout. Et on est dans une situation qui est épouvantable, de manque de logement, de difficultés à en trouver. Très clairement, il va falloir une rupture. Bon, donc, et une vraie politique. Donc moi, ce que je vais regarder de manière experte, si je puis dire, c'est dans les programmes. Je l'ai fait. Je ne l'ai fait pas pour vous. Je l'ai fait. Je ne peux pas ne pas le faire. Je vais regarder ce qui est bien, ce qui est réaliste, mais aussi, moi, je ne vais pas regarder que le coût des mesures. On dit depuis des années, mais le logement rapporte. Misons sur le logement, et ce sont des apports en TVA considérables, en fiscalité locale, etc.
etc. Donc oui, moi je suis candidat pour des mesures qui vont avoir un coût et un rapport rapide et très puissant et des mesures nouvelles que nous n'avons pas à l'œuvre aujourd'hui. Eh bien, on en reparle dans un instant. Vous ne bougez pas. Vous avez été prof de philo, Henri Buzicazo. C'est mon premier métier. J'aurais pu vous soumettre les deux sujets de philo d'hier, notamment sur l'État. Je vous laisse la pub pour y réfléchir. A tout de suite, on revient. Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief ce matin avec Bernard Cohen-Haddad, avec Stéphanie Hospital et avec Henri Buzicazo. On était sur ce thème difficile, patron, que dire, prendre position au milieu de ce marasme politique sans être contre-productif. On avait un débat où, je ne sais pas si on a réussi à sortir le mode d'emploi pour les patrons aujourd'hui, mais franchement, Bernard Cohen-Haddad, c'est un casse-tête aujourd'hui. Oui, c'est un casse-tête et peut-être le moyen d'en sortir, c'est de revenir non pas sur l'économie où personne ne sera d'accord, puisqu'on a vraiment du communautarisme, du clanisme économique aujourd'hui dans ces élections, mais peut-être revenir sur les valeurs. Et ça, on n'en a pas parlé, puisque Henri l'évoquait tout à l'heure au niveau de la philosophie politique. Revenir sur nos valeurs républicaines, revenir sur la concorde nationale. On s'est aperçu quand même que depuis l'ancienne législature, il y avait beaucoup de problèmes, de dissensions à l'Assemblée, de votes qui n'étaient pas conformes aux valeurs. Revenir aussi à cette confiance et à cette stabilité qui permet une vie économique apaisée et dynamique. C'est ça qui est important. Je veux revenir sur nos valeurs républicaines, sur nos valeurs démocratiques et sur notre stabilité économique. C'est-à-dire qu'on prend démocratie, laïcité, liberté, et déjà avec ça, et après on regarde les programmes et on peut déjà faire un choix, Stéphanie. C'est exactement ça, et fraternité. Et peut-être un peu d'Europe. Et fraternité, mais c'est au cœur de la promesse de la République, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'Europe, c'est ces valeurs-là qui nous sont chères et qui sont d'ailleurs, quand on revient là encore, nous sur le numérique, on est en plein dedans, c'est qu'on ne peut pas devenir un champion français, franco-français, on a besoin d'ouvrir, on a besoin de rayonner à travers le monde, on a besoin d'avoir des capitaux internationaux qui choisissent d'investir en France pour faire en sorte que nos entreprises deviennent plus fortes et conquièrent le monde. Et c'est ça, tout ça, cette logique d'ouverture qu'on doit prôner. Et quand on revient à nos valeurs de la République, on est dedans, donc c'est la République. On va reparler d'immobilier et de l'état du secteur dans un instant, mais Stéphanie, la French Tech, là, elle est dans quel état ? Il y a une vraie inquiétude sur les levées de fonds, sur l'évolution du crédit d'impôt recherche, sur tout ça ? Il y a une vraie inquiétude sur ce qui a fait notre succès depuis 10-15 ans, parce que ça prend du temps de créer un écosystème. Il faut de la stabilité, il faut de la confiance pour les investisseurs, il faut de la confiance. Regardez le nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont créées par des Américains, Italiens, qui viennent de toutes les nations, qui viennent créer en France. Et c'est là où on a une formidable opportunité dans les années qui viennent, c'est de devenir un vrai leader technologique, économique, parce que la tech, si on ne prend pas cette vague, on ne fera pas la transition durable dont on a besoin, on ne fera pas aujourd'hui dans la course, et on sera déclassé par rapport à des puissances technologiques telles que les États-Unis ou d'autres pays. Donc c'est ça qui est important ici, il faut le comprendre, et on ne le fera pas tout seul, on a besoin d'être ouvert. C'est important ce que vous dites sur d'où on vient, ces années passées, parce que c'est un peu ce que répètent Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Vous vous êtes pas rendu compte qu'en fait on était vraiment business friendly, vous allez voir ce qui vous arrive. On était ces derniers jours avec Jean-Christophe Repond de la CAPEB, on était tout à l'heure avec Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Ce qu'il nous disait, c'est qu'en gros, on allait faire évoluer les choses, on allait dans une dynamique où l'immobilier allait peut-être se reprendre, et là on a changé de monde. On écoute Pascal Boulanger en débrief derrière. On constate effectivement qu'il y avait eu, avant cette dissolution, un petit semblant de début de reprise avec la baisse de 25 points de base de taux d'intérêt. Et là, depuis la dissolution, on a même certains qui annoncent faire plus de désistement de ce qu'ils ont fait dans les 2 ou 3 derniers mois que de réservation. Bon, c'est très récent, ça fait 10 jours, mais il y a un attentisme total. Henri Buzicazo, on allait avoir un début de reprise. Et on avait un espoir, on en était là. Mais en tout cas, ça frémissait. Bon, le plus grand ennemi du marché immobilier, de l'investissement des ménages, de l'achat des résidences principales, c'est le manque de confiance. Depuis le dimanche, à l'issue duquel l'Assemblée nationale a été dissoute, les institutions ont été remises en question, tous les textes qui étaient en préparation, il y en avait des bons
tombe, eh bien, depuis ce moment-là, les ménages n'ont plus envie de s'investir à 20 ans ou à 25 ans. C'est psychologique, hein. Personne n'a 20 et on ne sait pas quelle fiscalité, là, on ne sait pas les travaux, les diagnostics. Absolument. Donc les règles du jeu risquent d'être bouleversées et tout est bloqué. Ça, c'est le premier point. On n'en avait pas besoin. Et oui, des choses étaient en train de se faire tardivement. Hein. Je ne veux pas non plus qu'on refasse l'histoire. Ça faisait 7 ans, le président de la FPI, comme beaucoup d'autres, tirait la charrue pour convaincre qu'il fallait faire ceci, ne pas faire cela. On l'entendait pas. Bon. Mais on a commencé là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut regarder, en effet, les mesures qui nous sont proposées. Certaines sont de l'ordre du gadget ou du populisme. Bon, partout. Lorsque on est dans l'impossible, parce qu'on voit bien ce qui est jouable et ce qui n'est pas, l'appareil de production. Moi, je veux bien qu'on construise, c'est pas que je veux bien, je voudrais qu'on construise 200 000 logements HLM chaque année, et pendant 5 ans. C'est le Bloc de gauche qui propose ça. C'est très louable. On n'y arrivera jamais. Bon, donc la barre, où faut-il la mettre? L'objectif d'un gouvernement, c'était 120 000, et on va finir cette année pratiquement à la moitié. Donc quand on est si loin du compte, il faut être sérieux. Mettons la barre déjà à 130 000, à 150 000, 200 000, c'était réaliste. Bon, on se fait plaisir. Moi, je ne suis pas candidat à ça. Quand on dit, je vais en prendre partout, hein, quand on dit la préférence nationale pour les HLM va régler le problème des besoins en HLM. Non, c'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai. Ça va peut-être rassurer certaines personnes qui vont se dire, moi je suis un Français de souche, donc je serai prioritaire dans la file d'attente. Il y a 2 600 000 demandeurs. Voyez-vous, il n'y a pas 2 500 000 étrangers. Bon, on ne va pas régler le problème. On se fait plaisir. Bon, c'est idéologique, parce que on en revient à des marqueurs idéologiques, ce qui est normal. Hein, voilà, la modération, la raison n'a pas donné de Mais résultat. ça solutionne rien. Voilà, et pour en prendre une troisième mesure, la gratuité des droits de mutation à titre onéreux pour les primo-accédants, pour les achats de moins de 250 000 euros. Donc on parle des frais de notaire. Hein. Voilà, bon, le Premier ministre, il est toujours, Gabriel Attal, nous sort cette mesure du chapeau. Jamais il n'avait été question de toucher aux droits de mutation, ça faisait 7 ans qu'on disait des choses. Bon, aujourd'hui, d'abord, on fait un cadeau avec l'argent des collectivités locales. Les collectivités locales, on leur a fait le coup avec la taxe d'habitation. Elle a été compensée, mais mal compensée, et on les assujettit, on enlève leur autonomie fiscale. Elles ne veulent pas de ça. Les départements ne pourront pas supporter les quelques 4 milliards d'efforts. Ça fait 4 milliards. Hein, parce que les frais de notaire, je rappelle, c'est pas pour les notaires. Ce sont des taxes et des TVA. Il y a un peu d'émoluments de notaires. Parce non, mais c'est pas ça le principal. Non, cet argent va essentiellement aux départements et un petit peu aux communes. Eh bien, les communes ne le supporteront pas. Donc, on dit aux Français que cette mesure est formidable. Non, et en plus, elle a toutes les chances aujourd'hui d'être récupérée par les vendeurs, faut le dire, le marché est fébrile, les prix remonteront. Ah oui. Voilà 3 mesures. On en profite pour augmenter les prix. Dont le réalisme doit être passé au tamis, et après il y en a d'autres qui me plaisent, mais celle-là, méfions-nous dans cette période du clientélisme et de la facilité. Alors une mesure qui vous plaît, parce qu'il nous reste 2 minutes 30. Ce qui me plaît, c'est l'élargissement du prêt à taux zéro. Oui. Bon, bien sûr, et en mettant la maison individuelle dans l'affaire. Les ménages français, les classes intermédiaires, on les a stigmatisés depuis maintenant 4 ans. C'était des paroles malheureuses d'Emmanuel Vargon, mais c'était surtout des décisions complètement à rebours du respect de la nation. Voilà une mesure puissante, évidemment. Il faut mesure à vision écologique, hein, pour éviter. C'est mieux d'être tous dans un immeuble que chacun dans des maisons individuelles. Éco-conditionné. Je suis très réticent également sur le retour en arrière sur la transition environnementale. Il faut l'aménager, mais certainement pas mettre un coup de frein. Alors Henri, laissez-moi une minute pour chacun des deux autres. Bernard, qu'est-ce que vous pensez? Moi je crois que le logement fait partie des 3-4 grandes préoccupations des Français en accession à la propriété, que ce soit pour nos entrepreneurs, nos collaborateurs, c'est extrêmement important. En locatif, pour nos collaborateurs des métiers en tension, je vous rappelle, c'est très difficile, surtout dans les grandes métropoles, et c'est un vrai problème. Et arrêtons aussi de stigmatiser l'accession à la propriété. Ça fait partie de notre ADN, de notre envie. Aidons les Français à devenir propriétaires ou copropriétaires, y compris dans des immeubles plus verts ou des habitations plus vertes. C'est ça l'enjeu. Stéphanie, un mot sur l'immobilier? Alors, totalement en phase, parce que l'immobilier ou le private equity, c'est la même logique. Il faut de la confiance, il faut investir sur du long terme. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de donner confiance pour expliquer que sur des temps longs, on va sécuriser son argent. Et on était à un moment où on allait enfin avoir une baisse des taux. Et la baisse des taux, elle est bien parce qu'elle permet de prendre du risque pour investir dans l'immobilier, du risque aussi pour investir dans les entreprises. Et on a besoin aujourd'hui de rétablir cette confiance. Donc c'est pour ça, soyons réalistes et assez pragmatiques le 30 juin et le 7 juillet quand on sera devant les urnes. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'être venus débriefer avec moi ce matin.